L'atome peut être décomposé en trois parties. Tout d'abord du vide, la partie la plus importante, on dit que c'est une structure lacunaire. Ensuite des électrons qui se trouvent dans un nuage électronique qui gravite autour du noyau. Et enfin le noyau. Alors le noyau, on peut rencontrer à l'intérieur du noyau ce qu'on appelle des nucléons. Et ces nucléons se divisent en deux familles. Une famille proton et une famille proton et une famille neutrons. Alors il faut savoir que l'atome est électriquement neutre, et qu'à l'intérieur du noyau on trouve des particules chargées positivement, ce sont les protons, et on trouve des particules, les neutrons, qui eux n'ont pas de charge électrique. Donc vous voyez bien qu'il faut qu'on trouve des charges négatives pour que l'atome soit électriquement neutre, et ces charges négatives, on va les trouver dans les électrons qui eux ont des charges négatives. Alors au signe près, la charge dans les protons et la charge dans les électrons est la même, au signe près, c'est-à-dire que là on a effectivement des charges négatives et les protons, eux, ont des charges positives. Il y a donc autant de charges positives que de charges négatives pour que l'atome soit électriquement neutre. Parlons de la masse. Donc la masse du vide, pas de problème, 0. La masse des électrons. La masse des électrons, elle est très faible par rapport à la masse des nucléons. Et on a vu qu'en fait, il y avait autant de protons que d'électrons. Donc la masse des électrons est négligeable devant la masse des protons. Et la masse d'un proton, c'est environ la masse d'un neutron. Donc en fait, pour connaître la masse totale de l'atome, eh bien, il suffit de connaître le nombre de protons, le nombre de neutrons, et on multiplie par leur masse respective, et on a la masse totale de l'atome. Donc la masse de l'atome, elle se réduit à la masse de son noyau. Alors si je prends un exemple, l'atome de lithium par exemple, le lithium, donc le noyau ici, on distingue trois charges positives en rouge, qui sont les protons, et 4 neutrons à l'intérieur du noyau. Donc comme il est électriquement neutre, normalement je dois retrouver 3 électrons qui gravitent autour du noyau. Si cet atome vient à perdre un électron, il va lui en rester plus que 2. Donc si on fait le bilan des charges, on s'aperçoit qu'ici j'ai 3 charges négatives fournies par les électrons, alors qu'ici j'ai 2 charges négatives fournies par les électrons. Si je m'intéresse aux charges positives, je m'aperçois que dans le noyau ici j'ai 3 charges positives, et donc la somme de ces charges me donne quelque chose qui est électriquement neutre. Alors qu'ici j'ai toujours le même noyau, il n'a pas changé, j'ai donc toujours 3 charges positives à l'intérieur du noyau, et si je fais la somme, je m'aperçois qu'en fait j'ai une charge positive qui ne peut pas s'annuler, donc j'ai ici une charge positive. On a donc fabriqué l'ion Li avec une charge positive. Autre exemple, l'atome de fluor, donc j'ai dessiné le noyau, donc 9 charges positives à l'intérieur du noyau et 10 neutrons. Comme c'est un atome, je vais donc retrouver 9 charges négatives, c'est-à-dire 9 électrons qui gravitent autour du noyau. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour ce qui est de l'ion, je peux dessiner par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 charges négatives. Si je fais le bilan des charges, pour l'atome j'aurai donc 9 charges négatives avec les électrons, alors que pour l'ion ici j'aurai 10 charges négatives. Au niveau des charges positives, je vais donc retrouver ici 9 charges positives.
avec les protons. Donc si je fais le bilan, je vais donc obtenir quelque chose d'électriquement neutre. Ici, je retrouve le même noyau, c'est-à-dire 9 charges positives, et je m'aperçois qu'en fait, j'ai une charge négative qui ne peut pas se compenser. Donc le bilan va être un bilan négatif, je vais donc avoir une charge supplémentaire négative. J'ai donc fabriqué l'ion F-. Vous l'avez donc compris, pour fabriquer des ions, surtout, je ne touche jamais au noyau, je n'interviens que sur les électrons. Je peux donc perdre des électrons, alors un électron ou plusieurs électrons. Si je perds 2 électrons, je vais donc avoir un excédent de charge positive. Je vais donc fabriquer des ions, par exemple Mg2+. Ce sont des cations, les ions positifs. Ions positifs. Sinon, je peux aussi gagner des électrons. Donc, je peux gagner des électrons. Si je gagne des électrons, je peux gagner par exemple 2 électrons. J'ai donc un excédent de charge négative, je vais donc pouvoir fabriquer l'ion O2-, par exemple, et là j'ai fabriqué des anions. Les anions, ce sont les ions qui ont des charges négatives supplémentaires, c'est-à-dire ce sont des ions négatifs. Donc dans les deux cas, je ne travaille que sur les électrons et le noyau reste identique pour un même élément. Le noyau a donc une place très importante. Nous allons voir qu'il lui faut une notation un peu particulière pour travailler sur ce noyau. Si je prends par exemple le fer, qui a pour symbole chimique Fe, je vais pouvoir numéroter son noyau avec 26 protons. Et à l'intérieur, je vais retrouver 56 nucléons. Nucléons, c'est-à-dire, ici, c'est la somme des protons plus des neutrons. Alors qu'ici, j'ai que la somme des protons. Donc un élément quelconque, un élément X, un élément chimique X, peut être symbolisé par son nombre de protons et son nombre de nucléons, et ça c'est le symbole de son noyau. Alors je peux reprendre le cuivre que nous avons déjà rencontré, qui a 29 protons, et ce numéro 29 correspond aussi au numéro atomique que l'on retrouve dans le tableau périodique. Donc le numéro atomique, c'est aussi le nombre de protons. Je vais retrouver dans la nature cet élément cuivre avec 63 nucléons, mais parfois je le retrouve avec 64 nucléons. Donc c'est toujours du cuivre, donc toujours le même numéro atomique, un seul symbole correspond à un seul numéro atomique. Et là en fait on s'aperçoit qu'on a le même élément mais avec un nombre de nucléons différents, et ce nombre de nucléons intervient forcément sur les neutrons. Donc un élément chimique qui dans son noyau peut avoir 1 ou 2 neutrons ou même plusieurs différents, ces éléments chimiques sont appelés isotopes. Isotope, c'est le même élément chimique, c'est-à-dire le même numéro atomique à chaque fois, mais avec un nombre de nucléons différents. Un nombre de nucléons différents.